Né au Brésil, au cœur de la forêt amazonienne, c'est à l'âge de 6 ans que Carlos Ghosn arrive à Beyrouth, accompagné par sa mère et sa grande sœur. C'est un retour aux sources. Le grand-père de Carlos Ghosn, Bichara Ghosn, avait quitté le Liban quelques 50 ans auparavant pour aller chercher fortune au Brésil. La famille Ghosn, de confession chrétienne maronite, s'installe dans le quartier d'Achrafieh, le fief de la communauté chrétienne à l'est de la ville. Mais c'est sans Georges, son père, que Carlos arrive à Beyrouth. Il ne sait rien des turpitudes de son géniteur, qu'il ne voit pour ainsi dire pas. Le 22 avril 1960, le trafiquant de diamants Georges Ghosn est arrêté pour l'assassinat d'un ecclésiastique, un complice qui faisait office de passeur entre l'Afrique et l'Europe et qui menaçait de tout révéler aux autorités. Au terme de son procès, Georges Ghosn est condamné à la peine de mort, peine qui sera finalement commuée en 15 ans de prison. L'autocar passait me prendre à 7h03. C'était l'horaire précis. Et on arrivait à Jamour à 7h30. C'est le collège des pères jésuites, donc c'est historiquement l'établissement d'enseignement primaire, secondaire le plus réputé pour les garçons. Bien entendu, à l'époque, c'est une école de garçons. Donc c'est un collège d'excellence destiné à former de futures élites. La tradition pédagogique du collège jésuite, c'est d'éveiller l'intelligence, de former la volonté et d'ouvrir à la charité. L'objectif était effectivement de travailler pour faire de nous des hommes libres et responsables. Alors Carlos Ghosn, jusqu'à la classe de 3e, est un élève moyen, au mieux, et plutôt chahuteur. Exerce une sorte de fascination sur son entourage. C'est clairement ce que j'ai prouvé pour lui. Et c'est parce que dans sa posture de premier de classe, et cette capacité à prendre la parole facilement, machin, etc. Carlos est un garçon qui est extrêmement focalisé. C'est-à-dire que quand il a à un moment donné un objectif, il va faire ce qu'il faut pour réussir l'objectif. En classe de première, nous sommes les meilleurs amis du monde, et juste avant le baccalauréat libanais, première partie, les cours s'arrêtent d'environ un mois pour nous permettre de préparer les examens. Et donc il va aller dans un monastère, mais pas avec moi. Et c'est là où la première fois, il me donne cette leçon de pragmatisme et de focalisation que j'ai très mal vécue, moi, à l'époque. Objectivement, moi, j'ai trouvé que c'était une forme de trahison. Quand il décide, à l'âge de 18 ans, de partir pour Paris faire une prépa, il est minoritaire. Donc lui, il avait dit Polytechnique, Polytechnique égale prépa, prépa égale je m'en vais tout de suite. Les Libanais sont très communautaires, accueillants, hospitaliers, bon. Quand vous passez de Beyrouth à Paris, surtout quand vous arrivez en septembre-octobre, hein, c'est quand même pas des mois très ensoleillés, vous arrivez dans un environnement qui est plus neutre, moins chaleureux, hein, forcément. Hein. Donc c'est un peu dur, c'est un peu dur. J'ai passé l'X, les mines, Centrale. Vous aviez une hiérarchie très claire. Hein. Moi, en tête, j'avais Polytechnique. Effectivement, j'ai réussi, j'étais très content. Mademoiselle Chopinet Anne,
Mademoiselle Combelle Françoise. J'étais un peu frappé que la culture française pouvait générer des profils très différents. Je voyais déjà les deux France devant moi. La France plutôt cloisonnée sur elle-même, et puis la France conquérante, confiante, avide. La promotion dans laquelle j'étais, la promotion 74, la promotion de Carlos, représente environ 250 personnes. Donc quartier latin, ambiance très sympa, vous n'avez pas de responsabilité, vous n'avez pas de soucis. Il y avait des troquets tout autour de l'école. C'était l'époque des flippers, hein, donc il y en avait partout. Et Carlos apparaît assez vite comme un bon joueur de flipper. C'est-à-dire quelqu'un qui, comme on dit, il masse bien la machine. Il a une réputation d'être un dragueur vétéré. Il a le comportement de quelqu'un qui a envie de séduire. Non, c'est des belles années d'étudiant. Quand vous allez vers l'université ou les écoles supérieures, c'est que vous recherchez votre propre autonomie. Ce que tout jeune recherche, c'est l'autonomie. L'autonomie d'action, l'autonomie de carrière, l'autonomie financière, etc. Le business n'intéressait pas beaucoup de gens. Ça m'a beaucoup frappé. Alors que moi, j'avais envie de faire que ça. J'étais frappé par le manque d'intérêt pour le privé, pour l'entreprise. Je voulais quelque chose dans lequel on puisse en même temps faire de la technologie, traiter avec des hommes. J'aime bien la transformation du réel. Et donc, naturellement, j'étais porté vers l'industrie. Il a une vision internationale de son avenir, c'est-à-dire que quand il fait la liste des entreprises qui peuvent le recruter, s'il choisit Michelin, c'est parce que Michelin, c'est une multinationale, et c'est une multinationale qui, à l'époque où il rentre chez Michelin, a des grandes ambitions au Brésil. Comme j'aimais l'auto, quand Michelin s'est présenté, je me suis dit, tiens, il y a un lien avec l'auto, il propose le Brésil, à l'international, c'est l'industrie, c'est une bonne porte d'entrée. Attention, quai numéro 2. Le train rapide de Corail numéro 163, en provenance de Paris. On était embauchés par promotion. J'avais des tas de copains qui venaient un peu de toutes les grandes écoles, on s'est retrouvés ensemble. Je me souviens très bien de Carlos Ghosn qui était arrivé en même temps que moi, on est arrivés au fond le même jour, et qui se détachait à la fois par son sens de l'humour et puis ce côté incisif et rapide du diagnostic. J'étais en confiance à Clermont-Ferrand. J'ai connu pas mal de gens qui m'ont encadré, en qui j'avais confiance. Et alors, moi, je rêvais que d'une chose, c'est de partir au Brésil. Je suis parti comme chef de fabrication à Cholet, donc là, ça devenait un peu plus sérieux. Puis après, j'ai été donc parachuté comme directeur de l'usine du Puy. J'étais le plus jeune directeur d'usine de Michelin. Alors moi, je suis rentré chez Michelin en 1980. Carlos y était depuis 2 ans déjà. J'ai donc eu à faire un passage de stage chez lui et j'ai découvert un jeune patron de génie civil. Il avait à l'époque, je pense, 26 ou 27 ans, directeur d'usine, ce qui pour Michelin était quand même un truc un peu particulier. À 27 ans, il avait l'air d'un gamin, bon, déjà installé, mais il était jeune. Mais moi, j'étais un peu l'extraterrestre. Hein. J'étais le Brésilien, Libanais, polytechnicien, ingénieur des mines, Popo le tanneur qui travaille à l'usine du Puy. J'étais un peu, en plus qui a 27 ans. Donc pour eux, j'étais un objet de curiosité. C'est un poste où vous allez diriger entre 300 et 700 personnes. C'est pas un truc qu'on donne à un gamin, c'est quelque chose qu'on donne à des gens qui ont de la bouteille. Patron de l'usine du Puy, vous êtes tout le temps dans l'atelier. Hein. Mais moi, je n'ai jamais eu de difficulté à travailler avec des gens de tout calibre, de tout poste, de toute formation. J'ai jamais eu ces difficultés. Jamais eu ces difficultés. J'ai dû casser la croûte avec mes collègues. On allait boire le pot avant de rentrer pour faire l'équipe. On mangeait des saucisses à 8 h du matin avec un coup de rouge. J'aimais ça. Hein. J'aimais ça parce que, quelque part, je trouve que l'usine, c'est l'endroit où vous voyez la technologie, les hommes et le produit. Ça se marie. Et j'étais fasciné par ça, sur comment on transforme. Donc tout le savoir de l'entreprise, il est là. J'étais dans ma 4e année à la gérance de Michelin, que Roger Porte, qui était le patron des usines Michelin en France, m'a demandé un rendez-vous et de me voir dans mon bureau. Et me dire, parmi les Brésiliens qu'on a embauchés, on a un polytechnicien, il faudrait qu'il travaille à vos côtés et qu'il comprenne un peu les méthodes qui sont les vôtres.
J'ai beaucoup sympathisé avec lui parce que quelque part, il y avait beaucoup de commonalité avec lui. Je suis un industriel, il est un financier. J'ai été sa business school personnelle, quoi, si je puis dire. Il m'a montré un visage réaliste, humain, tactique de la finance. No nonsense. Vous dites pas, oh, bon, on gagne pas d'argent, mais dans 10 ans, on en gagnera ci et ça. C'est de regarder la réalité en face. Voilà, c'est ça que je lui ai appris. C'est à ce moment-là que j'ai parlé à Carlos Ghosn du Brésil. Et il était très inquiet de la situation et c'est lui qui a dit il faut quelqu'un de jeune qui connaisse le Brésil, qui n'applique pas les trucs traditionnels pour sauver notre implantation au Brésil. Contre l'avis, évidemment, des gens du personnel qui ont dit mais vous êtes fou, le type a à peine 30 ans. Mais comme la situation devenait de plus en plus inquiétante, François Michelin a fini par lâcher en disant bon, envoyez-le. 2 plantations, une usine de fabrication de pneus, une usine de fabrication d'acier. À 31 ans, c'était pour moi un rêve. En plus, avec un challenge, c'est-à-dire que vous pouviez faire la différence. Je suis parti en courant au Brésil. Quand il devient patron du Brésil, il est patron du Brésil. Il n'y en a pas un autre. C'est moi le chef du Brésil. Ça, c'est toujours bien quand les gens ont peur. Parce que quand les gens ont peur, la peur est le début de la sagesse. Donc il a ce côté un peu autocratique, mais qui est absolument nécessaire. Vous êtes sous les obules, hein. Ça attend de partout. Hein. Quand les gens ont peur, c'est fini. Il n'y a plus de fantaisie. Ils respectent la compétence, ils font attention et ils ne vous mettent pas les bâtons dans les roues. C'est un bosseur. Donc quand il se met sur un sujet, il ne fait pas autre chose. Donc il a une très grande puissance d'analyse. Il va très très vite là où il faut aller. Capacité de synthèse. Donc il vous extrait très vite aussi l'essentiel. Il ne va pas se perdre dans les détails. C'est une gymnastique dans laquelle il faut être très rapide. Il faut réagir très très vite. Il faut agir très vite parce que les choses vont très très vite et vous pouvez aller à la ruine très très vite. Il écrit et décline les plans d'action. Qu'est-ce qu'on fait lundi matin? Et on commence par quoi? J'avais une bonne équipe aussi. J'avais conseillé autour de moi une bonne équipe. On a mis sur pied donc une organisation qui était très efficace. Et, 4e point très important, il communique très clairement sur ce qu'il veut faire. Donc cette association des 4 trucs, c'est ça, la martingale Carlos Ghosn, c'est ça. Et on s'en est sorti, et les gens de Clermont étaient impressionnés. Quand vous avez un coup de bambou, il faut savoir changer les priorités, il faut savoir arrêter, il faut savoir expliquer. Et là, le Brésil a été une école extraordinaire de vitesse et de changement de cap. Au Brésil, il est devenu un patron. François Michelin s'occupait tout particulièrement de Carlos Ghosn parce qu'il voyait en lui quelqu'un qui avait un potentiel de développement considérable, un peu comme on peut avoir à cœur d'accompagner le développement de ses propres enfants. Quand il est venu pour visiter le Brésil, comme c'était son premier voyage au Brésil, je lui ai fait visiter quelques endroits très significatifs aussi de la culture brésilienne et de l'histoire du Brésil. Je pense que ça lui a beaucoup plu. Et c'est vrai que la relation que j'ai eue avec François Michelin a été très fortement influencée par ce séjour. Je dirais François voit dans Carlos comme un fils. Comme un fils. Le jour où il m'a dit qu'il pensait à moi pour prendre la direction générale de Michelin en Amérique du Nord, surtout dans la perspective de l'acquisition de Uniroyal BF Goodrich. Bon, la proposition était énorme pour moi, mais surprenante aussi parce que ça allait très vite. Bibendum, c'est l'effigie de Michelin. La firme de Clermont-Ferrand, déjà numéro 1 en Europe, va disputer à Goodyear le premier rang mondial dans le secteur du pneumatique à la suite du rachat de son concurrent américain Uniroyal pour un petit peu moins de 10 milliards de francs. Carlos est un gars qui ne va jamais vous dire « on a fait une connerie, on a payé trop cher non, il dit bah, « écoute, moi maintenant il faut que je fasse ça, la toiture n'est pas en forme, il faut que je refasse la moitié des pièces. » Bon, il a trouvé des usines dans un état calamiteux, donc il a fallu tout refaire. Donc, il s'est dit, on va essayer de traiter le sujet. C'est un challenge, un méchant challenge.
parce que c'est le tocard de l'industrie, et que je lui ai dit, mais vous allez avoir des tas d'usines qu'il va falloir fermer. Bon, ça lui faisait pas peur. From WEAU-TV Eau Claire, this is News Center 13 at 10, with Cindy Schott and Mike Rindo. Eau Claire's largest private employer, the Uniroyal Goodrich plant, announced it plans to close down. The closure will affect 1,300 workers. On était capable de se dire, et lui était certainement capable de se dire, de toute façon, le marché américain est impitoyable. Si nous, on ne fait pas ce travail qu'on n'a pas envie de faire, de fermer des usines, personne n'a envie de le faire. Quelqu'un d'autre le fera à notre place, et il ne le fera pas forcément dans les mêmes conditions. François Michelin n'était pas un homme qui, sur le plan des affaires, était très violent. Hein. C'était un grand humaniste. Quand il y avait des pertes, il était extrêmement chagriné qu'on soit amené à prendre des décisions difficiles vis-à-vis des individus, soit en matière de salaire, soit en matière de licenciement, etc. Donc, avec lui, il fallait à tout prix procéder avec beaucoup de modération. Il y était très sensible. Moi, je poussais, je dirais d'une certaine manière, à ma façon. Et c'est ce qu'il attendait de moi. Sa réputation en Amérique du Nord était de l'appeler le cost killer, parce qu'effectivement, il a fallu mettre une énergie considérable pour éliminer des coûts que le marché n'était pas prêt à supporter. When we hear news like this, indeed when we report it, it is all too easy to sanitize it by boiling it down to numbers and reasons for what's happened. C'est pas très populaire d'être un cost killer. C'est quand même la réalité économique d'une industrie qui est mondialisée. Et ces années aux États-Unis, m'ont beaucoup mûri. Hein. Il y avait un avant l'expérience américaine et un après l'expérience américaine. Après avoir passé 7 ans aux États-Unis, j'étais devenu beaucoup plus robuste. Hein. And remember to lend a helping hand where we can. This will not be an easy time for anyone. Thank you and good night. Good night. Quand il a commencé à être chassé, parce qu'il a été chassé, il n'est pas parti tout seul. C'est un cabinet qui est allé le pêcher. Il me dit, il faut à tout prix que je me bois, j'ai besoin d'une réponse, je ne vais pas vous en parler au téléphone. On regardait au tableau qu'est-ce que ça pouvait être comme boîte, on pesait, c'est l'industrie, ça peut être quoi, Airbus. J'assistais à l'annonce, c'est brutal. Il avait un attachement filial vis-à-vis de François. Il est très ému. Il a annoncé à François, il était au bord des larmes. François Michelin a réagi plus affectivement en disant « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu lui faire ?» Il ne comprenait pas. Je ne pense pas que ce soit une trahison. Peut-être un peu d'ingratitude. Mais en même temps... On est allés manger tous les deux un couscous à Clermont-Ferrand. C'était son pot de départ. Il n'y a pas eu de pot de départ, c'est terrible.